Je vous remercie, Monsieur le député. Maintenant, je peux entendre un autre intervenant ou intervenante. Monsieur le député de Laurier-Dorion, vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, l'arrivée de la nouvelle Première ministre ne change fondamentalement rien aux 8 années fatiguées de la coalition Avenir Québec. Quelques bonnes nouvelles, certes, mais une bonne dose de rien de nouveau. Pour l'essentiel, c'est un grand vent de statu quo. En matière de sécurité publique, commençons tout de suite. On salue évidemment l'intention du gouvernement de présenter une loi inspirée de la loi Desclercq, ce que nous, à Québec solidaire, on nomme la loi Gabi-Renault. C'est un dossier porté depuis des mois par ma collègue, la chef parlementaire de Québec solidaire et députée de Mercier. Si le dossier a avancé et que le gouvernement en est aujourd'hui rendu à aller de l'avant, c'est en grande partie grâce au travail de cette chef parlementaire et je lui lève mon chapeau. Après des dizaines de féminicides, cette loi est devenue profondément urgente. Ce ne sera pas évidemment une baguette magique qui réglera à elle seule les problèmes des féminicides au Québec, mais les études montrent très clairement que c'est un outil de prévention efficace et ça va tout simplement nous aider à garder des femmes en vie. Il reste qu'on attend encore le dépôt formel et les détails. On espère que le gouvernement ne nous fera pas de mauvaises surprises et vous pouvez compter sur Québec solidaire pour s'en assurer. Surtout, le temps est extrêmement limité, Madame la Présidente. Évidemment, le gouvernement va avoir notre collaboration sur cette loi-là, mais on espère que lui, il proposera quelque chose de positif. Un autre dossier sur lequel le gouvernement est beaucoup plus dommageable en matière de sécurité publique, ce sont les coupures dans les financements des organismes de prévention de la délinquance. Depuis des mois, des organismes qui contribuent de multiples façons à soutenir la sécurité publique au Québec nous écrivent en panique pour nous dire que leur financement a été coupé par le gouvernement. On parle ici d'organismes comme le RIMAS ou l'ASRSQ qui œuvrent à minimiser le risque de récidive des délinquants. On parle d'organismes qui offrent des ressources d'hébergement aux délinquants pris avec des problèmes de dépendance, par exemple, comme nous l'a souligné l'AQCID. On parle aussi des multiples organismes œuvrant dans la prévention de la délinquance chez les jeunes par les sports, les arts et la culture, comme Motivation à Québec, ici. Toutes ces coupes vont avoir des conséquences sur la sécurité publique au Québec parce qu'elles minent la prévention et la réinsertion sociale. Pour un parti qui a affirmé lors de son dernier budget faire de la sécurité publique l'une de ses grandes priorités, ce sont des très mauvaises mesures. Donc, ici, on aurait voulu que le gouvernement aille dans la continuité, mais malheureusement, on sent que la continuité a été coupée et on le déplore grandement parce que c'est des jeunes en particulier qui vont à payer les prix. Maintenant qu'on a une nouvelle première ministre, le ministre de la Sécurité publique va-t-il revenir sur ces mesures dommageables et assurer les conditions réelles pour garantir la sécurité publique au Québec? On l'espère, mais on a un certain nombre de doutes. Sur le plan de l'immigration maintenant, les nouveaux ministres de l'immigration et la nouvelle première ministre affirment vouloir incarner une approche plus humaine. Il était temps. Déjà, ça donne le ton sur son collègue et ancien ministre de l'immigration. Un aveu et discrédit complet de son manque d'humanité dans la gestion des dossiers qui ont pourtant des conséquences dramatiques sur le parcours de milliers de gens. Une approche plus humaine, c'est une intervention qu'on peut certes saluer, mais il va falloir que ça se traduise en actions concrètes. Parlons tout d'abord de la réouverture du programme PEC, le programme d'expérience québécoise, Madame la Présidente. C'était une promesse phare de la Première ministre dans sa course à la chefferie. Elle l'a réitéré dans son discours cette semaine. Nous, à QS, on demande que le gouvernement réouvre les PEC avant la rentrée
et c'est un processus administratif, ça peut se faire rapidement. Or, la CAQ ne cesse de dire qu'il va le faire, mais jusqu'à présent, on attend toujours des nouvelles. Sur le terrain, l'anxiété et l'incertitude s'accentuent de jour en jour. Les gens perdent leur permis de séjour faute de temps. Et malheureusement, ils doivent quitter le Québec alors que leur vie est ici, que la vie de leurs enfants souvent est ici et qu'ils veulent rester et contribuer à l'économie québécoise parce que ces personnes-là sont en emploi. Cette attente-là n'est pas une approche humaine de l'immigration. Il faut rapidement donner l'heure juste à ceux et celles à qui le Québec a donné sa parole. On attend aussi de voir les plans de la CAQ pour s'assurer que tout le monde qu'ils ont mis dans ces bourbiers puisse rester au Québec. La première ministre veut donner une clause de droit acquis à tous ceux et celles que son gouvernement a lésés, tout en conservant ces cibles qui sont pourtant très, très restreintes. Les experts doutent que le gouvernement va y parvenir. Nous aussi, Madame la Présidente. Alors, on a hâte de voir ces plans et on va s'assurer que personne ne soit oublié. C'est ça, une approche humaine de l'immigration. Toujours en immigration, parlons ensuite des délais de réunification familiale. Ces délais-là sont incroyablement longs, Madame la Présidente. En date de 2025, c'était 30 000 dossiers en attente, 37 mois de délai de traitement. En Ontario, le délai de traitement est de 12 mois, Madame la Présidente. Pour une fois, Québec serait d'accord pour se comparer à l'Ontario. Pendant ce temps, ce sont des couples et des familles qui sont séparés, qui ne peuvent rester ensemble, et ça, c'est inhumain. Le gouvernement de la CAQ a empiré la situation en mettant un plafond sur les demandes de réunification familiale, en empêchant les gens d'en déposer. Ce plafond arrivera bientôt à échéance le mois prochain, en juin 2026, demain matin pour ainsi dire. Les ministres, la première ministre du Québec, vont-ils répéter cette mesure inhumaine de leur gouvernement? Et que vont-ils faire pour réduire les délais de la réunification familiale? Ça prendrait ça pour une approche véritablement humaine en immigration. Toujours en immigration, parlons aussi des demandeurs d'asile. La CAQ a coupé dans l'aide sociale accordée aux demandeurs d'asile. La CAQ a coupé dans le soutien aux enfants demandeurs d'asile qui arrivent seuls au pays. La CAQ a coupé dans l'aide aux familles ayant un enfant handicapé. Et la CAQ coupe dans les services d'aide à l'emploi pour les demandeurs d'asile. D'un côté, on coupe les mesures d'aide et de subsistance, et de l'autre côté, on coupe dans les services à l'emploi pour ces personnes-là. On rend leur vie invivable. Ça, c'est tout bonnement inhumain. Il ne faut jamais oublier que les demandeurs d'asile, ce sont des personnes vulnérables envers qui on a des devoirs humanitaires et des obligations internationales. Si les ministres de l'immigration prennent véritablement une approche humaine de l'immigration, ils devraient rétablir au minimum ces mesures de soutien et d'intégration qui sont des peanuts dans le budget de son ministère. En terminant, parlons d'un sujet éminemment important en immigration, la francisation. Le gouvernement de la CAQ nous disait en 2018 que les immigrants, il fallait en prendre moins, mais en prendre soin. Fort bien, il fallait mieux les accueillir et les intégrer. Après 8 ans, on est en mesure de faire le bilan et on arrive à la conclusion que c'est un bien triste bilan. Devinez quoi, Madame la Présidente? La CAQ a aussi coupé dans les services de francisation. Et le discours de la Première ministre du Québec n'apporte rien de nouveau pour régler les problèmes causés par son parti, par son gouvernement. Sur le terrain, les centres décrivent un véritable yo-yo de la part du gouvernement. On leur annonce des réductions de budget jusqu'à 75% dans certains centres. Puis, on change les informations les jours suivants. Aucune prévisibilité. Les centres de francisation se voient contraints de mettre à pied des enseignants de ne plus prendre d'inscription. Après, la CAQ se vante d'avoir réduit les délais et les listes d'attente. Les plans du gouvernement Legault semblaient simples.
pourrir le plus possible la vie aux gens issus de l'immigration pour les forcer à quitter. Si le gouvernement veut réellement rétablir une approche humaine en immigration, il va devoir refinancer de façon substantielle les services en francisation. C'est ce qui ferait en tout cas un gouvernement de Québec solidaire. Et si la CAQ ne le fait pas, elle aura failli à sa tâche en immigration. Changeons de sujet, allons au thème de l'habitation. Justement, en parlant de faillir à sa tâche, un des plus grands défis auxquels la Première ministre doit faire face, c'est la crise du logement. Depuis 8 ans, la CAQ, malheureusement, a échoué sur ces plans. D'abord, en refusant pendant plusieurs années de reconnaître, de nommer les problèmes. Puis, en mettant sur les dos des immigrants le fardeau de la responsabilité de la crise du logement, pour finalement reconnaître la situation du bout des lèvres en se traînant les pieds. Pendant ce temps, les loyers moyens ont augmenté de 64% dans le secteur locatif et le prix des maisons a doublé. C'est ça le triste bilan de la CAQ en habitation. Avec son arrivée en poste, la Première ministre nous annonce un nouveau gouvernement, une nouvelle CAQ. C'est facile à dire, mais qu'en est-il dans les faits? Sa plus grande annonce en habitation, offrir $5 000 de remboursement des taxes aux premiers acheteurs. Soyons sérieux, Madame la Présidente. Ce n'est pas un congé de taxes de $5 000 qui va venir régler l'accès à la propriété dans un marché immobilier en surchauffe. Pire encore, tous les experts sont clairs. Ces $5 000, ces montants-là de $5 000 va directement aller alimenter la surenchère dans l'immobilier. Et n'en déplaise à mes collègues du Parti libéral, ce n'est pas un congé de taxes de $10 000 sur les maisons neuves qui va venir régler le problème non plus. Et cet argent-là, lui aussi, sera vite brûlé dans les surenchères. Non, ce qu'il faut pour régler la crise du logement, c'est agir sur les fonds d'un marché immobilier qui est devenu un terrain de jeu spéculatif. Clairement, la Première ministre ne semble pas avoir la volonté de prendre les taureaux par les cornes et de réellement changer les choses, donc elle nous offre un show de boucan à coups de bonbons électoralistes. La Première ministre a aussi décidé de rappeler le projet de loi 20 qui prétend vouloir favoriser l'accès au logement abordable. Pourtant, ce projet de loi ne va créer une seule unité de logement additionnel disponible pour loger des Québécoises et des Québécois mal logés. Plutôt, le but avoué de cette loi, c'est faire la chasse aux riches, aux supposés riches, dans les coop d'habitation et les OSBL en habitation. On vient pénaliser des ménages qui se sont établis dans leur milieu à un moment où leurs revenus étaient précaires et qui ont réussi à améliorer leurs revenus. Pire encore, on fragilise les modèles de l'habitation coopérative qui existe depuis plus de 50 ans au Québec, qui dépend de l'implication de leurs membres de longue date pour bien fonctionner. Bref, en habitation, les orientations annoncées par la Première ministre semblent bien mal alignées pour régler la crise. Pourtant, les solutions, elles existent. Les demandes du milieu sont unanimes. Il faut construire 10 000 unités de logement social et communautaire par année. Malheureusement, les derniers budgets légaux annonçaient 1 000 unités en 3 ans. On est loin du compte, Madame la Présidente. Le pire, c'est que sous le gouvernement de la CAQ, les logements abordables, entre guillemets, financés par les gouvernements, s'est mis à inclure des loyers abordables intermédiaires, Madame la Présidente, qui sont complètement hors de portée des ménages les plus précaires et sont même plus chers que les loyers médians du marché. Mais bon, on le sait, après le déficit historique de la CAQ, le budget est serré. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas agir. Le gouvernement pourrait, par exemple, revoir les mécanismes de contrôle des loyers en place afin de limiter les hausses des loyers à l'inflation.
Le gouvernement pourrait anonymiser les données du TAL et ainsi s'assurer que les locataires puissent faire valoir leurs droits sans craindre que cela n'impacte leur future recherche d'appartement. Le gouvernement pourrait bonifier la loi Françoise David afin de mieux protéger les aînés des évictions. Le gouvernement pourrait donner suite au jugement du TAL qui dit clairement que les clauses générales d'interdiction des animaux sont déraisonnables et abusives afin de faciliter la recherche des logements des ménages qui ont des animaux. Bref, de façon générale, Madame la Présidente, tout simplement mieux protéger les locataires et faciliter leur accès à un logement accessible financièrement. Ce n'est pas une question juste de budget, c'est une question de volonté et de priorité. Et d'ailleurs, Madame la Présidente, on pourrait aussi dire que lutter contre les spirales inflationnistes, les spirales spéculatives dans le secteur locatif va directement aider à l'accès à la propriété dans le secteur résidentiel parce qu'en habitation, Madame la Présidente, les secteurs locatifs et la propriété privée sont des vases constitués, des vases communicants. Si on arrive à ralentir la hausse des prix du secteur locatif, ça va directement ralentir la hausse des prix spéculatifs dans le secteur de l'immobilier privé. D'ailleurs, la meilleure mesure pour faciliter l'accès à la propriété, et la plupart des gens, c'est les premiers accidents, souvent, dans une très grande majorité des cas, passent par une étape de plusieurs années en étant des locataires, c'est de favoriser l'épargne des locataires, justement. Et quoi de mieux que favoriser l'épargne des locataires, Madame la Présidente, c'est de contrôler les hausses abusives des loyers et permettre aux locataires de constituer un petit pécule, un gros pécule même, là, qui pourrait constituer une mise de fonds, qui peut constituer une mise de fonds pour avoir accès à la propriété. C'est ça, une façon structurée de favoriser l'accès à la propriété. Évidemment, ce n'est pas le seul moyen. Il faut aussi favoriser la construction à moins cher, par exemple avec des maisons modulaires préfabriquées, mais il faut donner les moyens aux gens de constituer une épargne qui leur permette d'aspirer à une propriété. Et avec les augmentations massives et souvent abusives des loyers, à quoi on assiste plutôt, Madame la Présidente? C'est à un transfert net de richesse d'une classe des gens qui sont moins favorisés, les locataires, vers les poches, vers une classe qui est plus favorisée. Ce n'est pas la façon de favoriser l'accès à la propriété. Donc, pour régler la crise du logement, il faut d'abord et avant tout identifier les causes. Et les causes, ce sont les pratiques spéculatives, abusives, qui prennent naissance surtout dans le secteur locatif et qui se répandent comme une contagion vers le secteur de la propriété privée. C'est là qu'il faut mettre l'accent. Il faut mieux réguler la spéculation immobilière afin d'arriver finalement à juguler la crise du logement. Donc, protéger les locataires et faciliter leur accès au logement, ce n'est pas juste une question de budget, c'est une question de volonté politique et de priorité. Et soyons clairs, aider les locataires, comme je l'ai dit, encore une fois, c'est faciliter l'accès à la propriété. C'est comme ça qu'on peut arriver finalement à régler la crise du logement. C'est pourquoi, Madame la Présidente, je souhaite présenter la motion de grief suivante, que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ d'avoir évacué de ses priorités les locataires et pour ses politiques qui les appauvrissent alors qu'ils subissent de plein fouet les effets de la crise du logement et que le loyer moyen a augmenté de 64% depuis les dernières années. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.